vraiment sur le menton, parce que si tu le mets pas sur le menton, personne ne t'entend. Okay. Et moi, je vais crier. En plus, avec l'accent, c'est plus difficile. OK. Alors, encore une fois, bienvenue. On va regarder effectivement ce que c'est que le leadership toxique. Est-ce que tu peux essayer celui-là? Parce que... Oui. Essaye. Est-ce que vous m'entendez mieux? Ouais. Oui? Ah, OK. Alors, donc, on va regarder... Oui, le bruit de fond. OK, alors, on va parler, donc, encore une fois, du leadership toxique. Puis, je vais vous parler des recherches qu'on a fait où on a rattaché, essayé de voir la relation entre le bien-être psychologique et la détresse, donc ce qu'on appelle le stress et le stress, par rapport aux leaders et par rapport au climat de travail aussi. On a fait plusieurs études chez des infirmières à ce niveau-là. Mais tout d'abord, on va regarder ce qu'il y en est du leadership toxique. Bon, il ne faut pas oublier que nos organisations sont des représentations de la société. Les gens que vous voyez circuler dans la rue, vous les avez en milieu de travail. Alors, et ça veut dire que vous les avez aussi en termes de leader à l'intérieur. On dit leader, tout individu qui va être suivi, qui va être attiré par ses subordonnés. N'oubliez pas qu'aux États-Unis, Trump a le titre de leader. Alors, ça peut vous donner un peu une idée là, du type de leadership qui peut être exercé. Alors, donc, vous savez que vous avez plus de risques de rencontrer un psychopathe au travail qu'à l'hôpital ou en prison. Ce qu'on appelle des psychopathes sous-cliniques. On va en parler tout à l'heure de leur comportement. Et ces gens-là font des dévastations dans l'organisation. Alors, on va parler de différents types, les 3 types qu'on a étudiés, nous, dans nos recherches, donc sur le leadership. Et puis, en passant, donc, le leadership destructeur ou toxique. Ça fait appel, comme on dit ici, donc, à des comportements qui visent à faire préjudice, à faire du mal, ou encore à affecter émotionnellement les cadres hiérarchiques ou encore les employés, donc en les encourageant. Parce que quelqu'un qui a un leadership de type destructeur ou toxique, parce que c'est un synonyme, ces gens-là peuvent aussi faire du tort à ceux qui sont en haut d'eux, qui occupent des positions supérieures, autant qu'aux subordonnés en bas. Ben, c'est des gens qui ne pensent qu'à eux. Alors, à transgresser les normes et les idées légitimes de l'organisation. L'efficacité dans les organisations est rattachée aussi à ça. Les leaders toxiques ne visent qu'à satisfaire leur propre ego dans le milieu de travail. Ensuite, à adopter à leur tour un style de leadership recourant à des méthodes et des comportements nuisibles et injustifiés afin d'influencer négativement les membres de l'organisation. Ça va inciter, dans certains cas, des subordonnés à adopter le même style de comportement parce qu'ils perçoivent que ça prend ça pour réussir dans le lieu de travail. Donc, j'ai un leader qui est destructeur, qui est toxique, et ça me dit, ah, moi, je dois adopter ça. Si je veux réussir, il va falloir que j'adopte ce comportement-là. Alors, on peut passer à l'autre. Je profite de l'intermède pour vous dire que si vous avez tous badgé, on vous enverra à la fois le lien pour le replay et le lien pour le support et d'autres supports si vous le souhaitez. Voilà, pardon, ça y est, j'ai profité de l'intermède pour retrouver ma zapette. OK. Alors, on va regarder les différents types de leadership destructeur ou toxique. Alors, on a dans un premier temps le leader tyrannique comme tel. Leader tyrannique, c'est celui qui englobe à peu près les 3 types de personnalités les plus malsaines. Alors, c'est un leadership qui est fondé sur le favoritisme, orienté vers la définition des gains personnels et aussi élimine les subordonnés dans son mode de fonctionnement. Peu importe qu'on soit dans le secteur privé et public, on a retrouvé des leaders toxiques. En milieu hospitalier, dans la recherche qu'on a fait, on était à plus de 20% de leaders toxiques. Et on a fait la relation, on a regardé la relation entre le leadership toxique et les problèmes de santé psychologique chez les infirmières ou les infirmiers, et la corrélation est quand même assez forte. Donc, leadership narcissique accompagné d'arrogance et associé le besoin de pouvoir, si vous voulez, d'animation et de domination. Le leader narcissique, il a soif de pouvoir. Pouvoir, c'est très important. S'il peut dominer les gens qui sont en dessous de lui ou de elle,
c'est ça qui, bien souvent, au travail, va l'intéresser. Et le pouvoir ici est utilisé dans le sens réellement égocentrique d'avoir du pouvoir pour le pouvoir chez l'autre. On a ensuite le leadership machiavélique. Le leadership machiavélique, souvent représenté dans les organisations qui commencent à avoir des difficultés. C'est fondé sur la manipulation et le contrôle interpersonnel. Le leader machiavélique, c'est un leader qui n'a pas d'empathie, dont la fin justifie les moyens et qui n'a aucun problème à agir, je vous dirais, durement avec les subordonnés. Cet individu-là, le machiavélique, et c'est un individu calculateur, bien souvent. Comparativement au narcissique, le machiavélique est calculateur dans sa façon de faire. Le leadership aussi, laisser faire. On est en train présentement de commencer une autre recherche là-dessus. Le laisser faire, c'est le leader qui laisse ses employés faire ce qu'ils veulent, il ne donne pas de direction. Quand vous en avez besoin, la personne-là n'est pas là. Et c'est aussi drastique pour les employés que le leader, je vous dirais, narcissique. Parce que si vous avez des problèmes, personne ne va vous aider pour les problèmes. Et puis à ce moment-là, vous allez subir les conséquences. Alors, 2 facteurs associés au leadership qu'on a observés depuis plusieurs années. Là, on parle de 30 années de recherche dans notre laboratoire. On a d'abord le climat de travail et la santé psychologique faible chez certaines personnes. Le climat de travail, c'est la caractéristique que vous avez, la perception que vous avez de la façon d'être traité et géré dans votre milieu, qu'il soit hospitalier ou autre. C'est cette perception-là qui va orienter vos comportements. Si vous considérez que vous êtes maltraité, ben c'est ça qui va vous influencer dans votre travail. Le climat de travail est très pernicieux parce qu'il est en même temps conscient et inconscient. Vous avez tous déjà remarqué en allant visiter des collègues dans un milieu différent du vôtre, qu'il y a souvent une première perception qui vous vient à la tête, j'aimerais ça travailler ici ou pas. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà remarqué ça? Non? Ah, bien, vous êtes chanceux. Alors, souvent, on va entrer dans un milieu et on va se dire, ben, je sais pas, j'aimerais pas ça travailler ici. J'aimerais ça. Alors, c'est qu'on perçoit inconsciemment la relation que le personnel ou la direction va avoir vis-à-vis de vous, et on perçoit aussi inconsciemment l'environnement de travail. Si on a un environnement de travail qui est plus ou moins propre ou quoi que ce soit, ça donne une impression dont les gens sont traités. Après ça, on va parler de la... Voyez-vous, c'est ça ici, la définition du climat. Donc, une caractéristique de l'organisation qui décrit la relation entre les acteurs de l'organisation telle que mesurée par la perception que se font en majorité des gens. Le climat organisationnel a pour but d'induire, normalement dans une entreprise, dans un hôpital ou autre, un sentiment de confiance. On va s'apercevoir que dès qu'on perd la confiance dans le milieu, c'est comme une allumette. Ça n'allume qu'une fois. Quand vous perdez la confiance en quelqu'un, vous allez voir que ça prend du temps avant que cette personne-là puisse vous amener à lui faire confiance. Puis même à ça, si vous arrivez à lui faire confiance, vous allez toujours avoir un doute qu'à un moment donné, vous pouvez la perdre, cette confiance-là. Alors, le climat, ici. On a observé, entre autres, dans les différentes institutions qu'on a faites des recherches, on a fait des recherches ici sur le climat en Belgique, en Suisse aussi, et on voit qu'il y a 6 niveaux de climat qu'on peut observer dans un milieu de travail. À partir d'un climat de malveillance, où là, c'est l'enfer. Votre milieu de travail, c'est réellement l'enfer. On peut avoir un climat de nuisance où on a l'impression que la compétition est tellement forte entre les gens qu'on se nuit. On va avoir le climat de rigidité. On s'aperçoit qu'on ne peut pas faire quoi que ce soit. Ça ne changera jamais. On va avoir le climat de souplesse. On dit oui, on peut. Puis on peut faire confiance un peu au système. On a un climat de soutien où on sent qu'on a du soutien de la part de notre organisation, de la part de nos dirigeants ou dirigeantes. Puis on a le climat de bienveillance. Puis là, c'est le paradis. On a observé qu'à peu près 3 à 4 % des organisations ont un climat de bienveillance. Alors, tout ça, là, les 3 premiers climats, la méfiance est instituée là-dedans. Et on a observé que aussi des climats pathologiques. Les organisations sont des organisations d'humains
ils peuvent être déficients en elles-mêmes comme l'humain. On a trouvé des climats dépressifs. Ça, c'est des climats dans une organisation où vous entrez dans cette organisation-là et vous avez l'impression que les employés sont des zombies. Vous avez le climat dramatique, une organisation qui a tendance à monter en épingle la moindre petit incident, de telle sorte que la façon de faire votre travail, vous avez l'impression de marcher sur des œufs. On a le climat compulsif, où ce qui était à la mode il y a des années va toujours être à la mode. Ça, c'est des types d'organisations dans lesquelles, quand vous travaillez là-dedans, vous savez comment ils vont vous fêter quand vous allez prendre votre retraite dans 35 ans. C'est toujours la même mode. Après ça, paranoïaque. Les organisations paranoïaques, c'est que on a institué, la direction a institué chez les subordonnés, chez ses employés, un climat de surveillance extrême. Tout le monde se sent surveillé. Et on a le climat schizoïde, ça c'est très particulier. C'est un climat dans lequel la direction se campe dans leurs orientations, la réalité, sans vérifier si elle tient tête. On a observé la même chose aux États-Unis dans les organisations automobiles en 2008, quand il y a eu la fameuse crise économique, où on avait entre autres General Motors qui produisait des voitures le même type de voiture depuis 30 ans. Puis ils se disaient, on n'a pas besoin de changer. Nous, on est sûr, on sait ce qui est bon pour l'autre, sans vérifier si l'autre veut bien savoir ça. Alors, dans les climats de confiance, on va trouver des climats éthiques. Un climat où l'éthique personnelle, l'éthique organisationnelle, le bien-être, la sollicitude vis-à-vis des autres devient extrêmement importante. Puis on va avoir aussi plus de créativité dans ces types de climats-là. Okay. Alors, notre modèle de santé qu'on utilise depuis une trentaine d'années est inspiré des derniers travaux. Vous devez connaître Hans Selye, celui qui a découvert le stress, la plupart d'entre vous, qui a enseigné à l'Université de Montréal. Donc, il m'a enseigné. Puis il disait à l'époque, il dit, ma définition, ma notion du stress maintenant est mal saisie. Il dit, on en a gardé que le sensationnalisme du stress, c'est-à-dire la détresse. Tandis que le stress bénéfique, on n'en parle pas. On va dire, dans tel hôpital, mettons, 50% des infirmières seront stressées. Mais combien est-ce qu'il y en a qui sont bien? Alors, on a trouvé que, à partir du stress, on pouvait établir un mode d'évaluation basé sur le bien-être et basé sur la détresse, c'est-à-dire le mal-être. Dans votre travail, vous en avez de la tension. Ah? C'est sûr. Oui, mais vous avez aussi du bien-être. À partir du moment où le bien-être est supérieur à la tension, à la détresse, bien, vous allez continuer à travailler. À partir du moment où la détresse devient supérieure, là, vous allez commencer à être malade. Alors, le bien-être psychologique, on va retrouver des gens qui sont en bien-être psychologique parce qu'ils ont une sérénité avec eux. Le contraire, c'est l'anxiété. Ils ont une implication au travail. D'autres, c'est le désengagement. Et ensuite, on a l'harmonie ou l'irritabilité. La détresse psychologique, on la retrouve parmi l'irritabilité et l'agressivité. Les gens qui commencent à souffrir de détresse deviennent irritables, anxieux. Vous avez déjà connu des collègues qui commençaient à mal se sentir dans leur peau, et puis vous avez beau leur dire, qu'est-ce que je pourrais faire pour t'aider? Puis ils vont vous dire, je suis capable, je n'ai pas besoin d'aide. Plus un individu descend au niveau de sa santé, plus il s'en va vers ce qu'on appelle le burn-out, moins il va demander de l'aide. Parce que demander de l'aide, c'est stressant. Alors, on a ensuite de ça l'anxiété, dépression, et ainsi de suite. Alors, voici une recherche qu'on a faite auprès de 907 infirmières au Québec. On a regardé les états de santé chez eux. Alors, j'en profite 2 secondes pour t'arrêter pour te dire que tu as 15 minutes encore au total. OK. On va aller vite. Bon, alors, je peux revenir sur le tableau. On va passer aux autres tableaux. D'accord. En tout cas, tout ça pour vous Parlons dire du stress, hein, mais bon. Oui, c'est le tableau du stress. Ça pour vous dire qu'on a observé que 27% d'infirmières souffraient d'un état de détresse intense. Environ 30% souffraient de modéré et le reste, c'était, ils disaient, en relatif bien-être. Alors, parce qu'on remarque qu'il y a 2 pôles importants. Donc, dans la santé, il y a le bien-être et la détresse. On peut avoir un bien-être élevé, détresse faible.
On va avoir un bien-être faible, détresse élevée. Ça conduit à la maladie. Et on a retrouvé des cas assez particuliers. Pas de bien-être, pas de détresse. C'est comme conduire avec un pied sur l'accélérateur et l'autre sur le frein. 4% des gens souffraient de ça à l'intérieur du milieu, ce qu'on appelle l'aliénation, en fait, comme syndrome. Ces gens-là, le travail, c'est plus une préoccupation, donc ils ne sentent plus de stress venant du travail. Puis comme c'est plus une préoccupation, ils ne sentent aucun bien-être dedans. Alors, ici, je vous ai mis un tableau, un tableau rattaché avec le leadership tyrannique. Alors, ce qu'on remarque avec le leadership tyrannique, les chefs sont peut-être petits. Voici les éléments qu'on a retrouvés. Alors, au niveau du rendement au travail, moins 14%. Plus le leadership est reconnu comme tyrannique, moins j'ai tendance à produire. Vous allez dire, c'est pas beaucoup, moins 14, mais ça nuit quand même au système. Au niveau de la mobilisation, c'est la motivation, mobilisation. Moins 0,07. Donc, il y a un effet démobilisateur d'avoir des directions qui sont toxiques. Bien-être psychologique, regardez bien, moins 0,30. Plus moins 30. Plus je vis de la pression venant du leader, plus je vais être mal. Donc, bien-être psychologique va être mal. Détresse psychologique, 0,33%. Plus je vis sous un régime tyrannique, plus je vais être malade. Alors, on a le climat de travail, moins 0,42, énorme. Le climat de travail. Quand partir le matin de la maison pour aller travailler devient un enfer, parce que tout nous fait mal à l'intérieur, ça devient effectivement très toxique. On a ensuite de ça l'intention de quitter l'hôpital chez les infirmières, 0,33, de lâcher la profession complètement. Parmi les infirmières qu'on a consultées et ceux qui disaient qu'ils avaient un leadership toxique, se demandaient quand est-ce que je vais pouvoir changer. L'intention de quitter aussi la profession, ça a découragé bien des infirmières dans certains cas. Et puis, l'intention de quitter, ni plus ni moins, l'intention de quitter l'unité aussi, le service. Donc, si on résume, ça réduit le rendement au travail des infirmières, ça réduit les comportements de mobilisation de performance de citoyenneté des infirmières, c'est-à-dire l'investissement que l'employé va mettre au travail. Ça réduit le bien-être psychologique, ça augmente la détresse psychologique et finalement, ça a une incidence, évidemment, sur le climat de travail qui va être de plus en plus négatif. On passe à l'autre. Le leadership destructif prend sa naissance de la perversité, je dirais, du gestionnaire comme tel. Parce que là, on nous demande bien souvent, ça vient d'où, ça? Le leadership tyrannique, il y a des traits de personnalité importants. Là, ça veut dire que lors de la sélection, on n'a pas tenu compte de ces traits-là, mais il y a des traits de personnalité importants. Puis changer la personnalité de quelqu'un, c'est extrêmement difficile. Là. Donc, on ne change pas quelqu'un rendu à 30 ans par rapport à ce qu'il fait présentement. De nombreuses organisations éprouvent la difficulté à gérer les conflits interpersonnels. Il y a beaucoup, on a remarqué ça aussi dans les hôpitaux, souvent les gestionnaires disaient, ben là, les infirmières n'ont pas l'air contentes, mais c'est le problème. Ça, s'ils se sentent en conflit, c'est des adultes après tout, hein, sont matures, alors on ne s'en occupe pas. Dans quelle mesure ce contexte continue à gérer les leaders destructeurs? C'est sûr que ça se perpétue. Ils sont un peu comme des lapins, ils se multiplient entre eux. Il suffit qu'un leadership destructeur, un individu soit entré avec un leadership destructeur, pour que bien souvent, on va aussi renommer un autre leadership destructeur, tant qu'on ne sait pas ce qui vient de la base, comment les gens de la base se sentent. Le climat de travail, quand il commence à se sentir mauvais dans un hôpital, quand la direction commence à sentir que ça ne va pas bien, ça fait longtemps que le feu est pris à la base. Alors, parce que souvent, ils ne tiennent pas compte des messages qui arrivent avec ça. Dans quelle mesure les leaders transformationnels peuvent devenir des leaders destructeurs?
Parce qu'il y a plusieurs théories du leadership. Quand on a commencé à travailler sur le leadership, on est allé faire un tour sur Google, puis on s'est retrouvé avec 100 quelques mille théories de toutes sortes, leader transformationnel, leader transactionnel, leader situationnel, et ainsi de suite. Alors, je vous arrête 30 secondes parce que c'est un peu aussi les questions qui vont être pour vous deux là tout à l'heure. C'est on voit bien quelle est la part, bien sûr, de la personnalité de la personne manager, mais en même temps, quelle est l'incidence que ça peut avoir et comment. Nos vraies questions, c'est comment est-ce qu'on peut y remédier. Est-ce que y remédier, c'est s'en séparer, ou est-ce que si y remédier, c'est de ce que tu disais, des actions de type coaching, formation ou autre, ou bien est-ce que finalement la raison et la raison d'être de ce type de comportement ne peut pas être trouvée ailleurs, avec une question qui est très importante dans la mesure où vous êtes, j'allais dire, tous les uns et les autres engagés dans des transformations et dans des changements importants. Est-ce que quelqu'un qui a dirigé le changement, qui a piloté le changement, à la limite, a vocation ensuite à redevenir, j'allais dire, un leader normal. Alors, pardon de te couper la parole, mais c'est aussi pour reprendre les choses. Peut-être sur d'autres types de questions, Luc. On peut revenir peut-être en discussion tout à l'heure. Sur la précédente ? Pardon? Je n'ai pas compris. Plus après ou avant? Non, on peut arrêter là, puis on peut revenir à ça lors des questions. D'accord. Lors des échanges. D'accord. Ouais.